1882, la France, elle était quand même la catholique. Si on avait fait une laïcité offensive, ça aurait posé un sacré problème. Donc c'était vraiment juste séparer l'Église et l'État, et c'était pas soutenir la religion. Il y a d'ailleurs autre chose d'intéressant, c'est que la suppression des croix dans les églises, dans les écoles, n'a pas été immédiatement décidée du tout. Il y a une circulaire du ministre qui dit que ça doit être fait au cas par cas, selon ce que disent les parents. Et puis doucement, si les parents se plaignent pas, c'est pas grave. Par contre, évidemment, l'enseignement ne doit pas faire du prosélytisme. Mais voilà, c'est pour dire que faut aller dans l'autre sens. On ne peut pas faire des lois contre une religion particulière. Donc, les lois sont faites pour interdire la dissimulation du visage, par exemple. Enfin, les lois ne visent pas une religion, mais évidemment, c'est l'islam qui est combattu. Et puis, sans doute que vous avez raison, il y a aussi une part de racisme. Ça ne fait pas la part de toute la loi. Je ne peux pas traiter de raciste tous ceux qui sont pour la nouvelle laïcité, mais chez certains. Non, mais je veux dire, il y a un fond. Il y a un fond, il y a un fond. D'ailleurs. Puis si ce n'est pas du racisme, parce que la distinction race-religion doit être maintenue, il y a un fond de préjugés, de xénophobie, de méfiance. Ça c'est lié. Indiscutable. Même si ça n'épuise pas le débat de fond. C'est bien présent, c'est sûr. La situation de l'islam et des pressions là-bas, je l'ignore. Je sais qu'on a trouvé une façon de faire en sorte que les pouvoirs publics aident la religion musulmane également, même si ce n'est pas dans le concordat lui-même et en cause. Et la loi de 1905 ne s'applique pas. Non, pas du tout. Parce que ce qu'on essaie de dire, c'est que l'état du droit est celui de la laïcité classique, mais qu'il y a un mouvement en faveur d'une nouvelle laïcité. Et en même temps, je vous remercie de votre question parce que ça me permet de dire quelque chose que j'aurais dû dire tout de suite, à savoir que la nouvelle laïcité a davantage de force d'un point de vue politique ou intellectuel que juridique pour l'instant. Parce que le droit classique résiste. Pas totalement, et je n'ai pas beaucoup parlé de l'aspect de neutralité, parce qu'il y a vraiment un subventionnement qui est quand même assez important des différents cultes. Mais enfin, en gros, le droit de 1905, de 1882 résiste à une nouvelle laïcité de plus en plus offensive. Et par exemple, les deux lois dont Stéphane parlera dans un moment qui sont devant le Parlement sont très importantes, parce que si elles sont adoptées, ce sera vraiment quelque chose d'important de franchi. Écoutez la nouvelle laïcité. Mais vous avez raison, pour l'instant, le droit est accommodant, il est souple, il reconnaît des tas de possibilités de vivre sa religion. Et on pourrait en citer plein d'autres. Hein. Oui. Il y a un exemple qui revient assez fréquemment, qui est la question des accommodements de menus, par exemple, dans les cantines scolaires. On sait très bien que ça fait 30 ans que ça se pratique, et dans la plupart des cas, sans aucune difficulté. Enfin, il ne s'agit pas du tout de nier ce fait-là. Hein. Et juste pour rebondir sur la question que vous posiez, mais elles sont liées sur la question de l'égalité et de la manière dont un certain nombre des évolutions qu'on a cherché à décrire peuvent paraître problématiques au regard justement de l'égalité et de l'égalité de chacun et chacune à bénéficier de la même liberté de pouvoir exercer sa religion. Il me semble qu'il y a quelque chose qui est très important qui correspond probablement, moi je considère que c'est probablement un peu un raté autour de l'adoption de la loi de 2004 sur l'interdiction des signes religieux dans les écoles. Cette loi, elle procède assez directement des travaux d'une commission qui avait été réunie sous la présidence de Bernard Stasi. Et la commission Stasi avait fait beaucoup de propositions. Elle n'avait pas seulement proposé ce qui allait devenir la loi du 15 mars 2004, et donc l'interdiction des signes religieux à l'école. Elle avait fait beaucoup de propositions, et dans ces propositions, il y avait par exemple, pour rebondir sur l'exemple que vous preniez, il y avait la question de la revisitation du calendrier des fêtes des jours fériés, dans le but précisément de donner une coloration moins exclusivement ou monocolorement catholique au calendrier des fêtes religieuses. Et je pense que c'est pas la même chose d'entamer un programme de réforme législative en ne prenant que par exemple l'interdiction des signes religieux comme ce qui a été finalement fait, que ce qui se serait produit si on avait simultanément
interdit les signes religieux comme l'a fait la loi de 2004 et pris appui sur un certain nombre d'autres dispositions qui visaient à délivrer un autre message. Un message qui aurait pu être utilement complémentaire à celui de l'interdiction de la religion à l'école, qui était celui, par exemple, voilà, un message qui aurait dit, voilà, on se rend bien compte qu'il y a certains auteurs qui parlent de catho-laïcité pour décrire la laïcité telle qu'elle s'est historiquement consolidée, pas en manière de critique. Les pays et les édifices législatifs sont évidemment porteurs de leur histoire culturelle, mais incontestablement, il y a une tonalité voilà, catholique du calendrier républicain. Mais en l'occurrence, quand il y a eu la loi d'interdiction de la discrimination de visage dans l'espace public, cette loi a été déférée au Conseil constitutionnel et le Conseil constitutionnel a jugé qu'elle était conforme à la Constitution, mais avec une phrase qui, à mon sens, est vraiment absolument dévastatrice pour les droits de l'homme, et en l'occurrence pour les droits des femmes, puisque le Conseil constitutionnel, alors je cite la phrase de mémoire, dit que les femmes, que le législateur a pu à bon droit interdire le port du voile, parce que les femmes qui, volontairement ou non, portent le voile, se trouvent automatiquement placées dans une situation d'infériorité incompatible avec les principes constitutionnels de liberté et d'égalité. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici que pour le Conseil constitutionnel, les femmes qui volontairement adoptent un comportement, donc ça renvoie à la question que vous posez, c'est-à-dire des femmes adultes qui volontairement adoptent un comportement, sont elles-mêmes, enfin, créent une situation de violation du principe constitutionnel de liberté et d'égalité. Donc vous voyez que, il me semble que c'est une illustration très parlante de l'intensité des questions, y compris théoriques, bien au-delà de la question du port du voile, qui sont causées par les évolutions juridiques sur ce terrain-là. C'est-à-dire que désormais, on a cette phrase dans le droit constitutionnel français et qui peut aussi bien être dupliquée, répliquée, mobilisée sur d'autres terrains désormais, qui consiste à dire les femmes qui volontairement font quelque chose peuvent être au contraire à la liberté et l'égalité. Donc voilà. C'est vraiment un des objectifs du livre, c'est vraiment de montrer que par-delà les questions spécifiques du voile ici, du voile là, etc., il y a vraiment des enjeux théoriques. Marine Le Pen avait eu immédiatement une interprétation très intelligente de la loi de 2010, puisque la loi, en fait, ça consiste à interdire ce qui n'est pas conforme aux valeurs républicaines dans la rue. Et donc, elle avait dit qu'il fallait l'étendre à l'interdiction de la croix et de la kippa. C'est parfaitement cohérent, enfin, mais on pourrait aller plus loin. On pourrait dire aussi que si tous les signes qui portent une forme d'inégalité entre l'homme et la femme, de forme de domination, doivent être interdits dans la rue, et là, si on est du Bourdieu, on peut interdire les mini-jupes ou le maquillage, qui sont aussi... Enfin, évidemment, ça ne va jamais arriver dans l'agenda législatif, mais c'est aussi prévu des formes, c'est des façons c'est des façons de se comporter d'une manière qui n'est pas forcément conforme avec une égalité homme-femme rigoureuse et non rigoureuse. Enfin, ça dépasse en tout cas sur un terrain sociologique, psychologique, etc. Donc, moi, ce que je trouve intéressant derrière tout ça, c'est qu'en fait, c'est une sorte de panique, en fait, une forme de panique morale, comme disait voilà, Logien, ou j'ai vu qu'il y avait un livre, Panique identitaire. Il y a une sorte de panique identitaire républicaine qui fait qu'on perd les pédales et on ne sait pas comment réagir. Et on perçoit la menace, comme a dit Manuel Valls, de l'islamo-fascisme comme une menace immédiate, comme une menace réelle. Et du coup, face à cela, il faut le combattre coûte que coûte. Et moi, je pense que dans cette logique-là, la cohérence, ce serait d'abord donner le registre de la laïcité, parce que franchement, c'est pas au nom de la laïcité qu'on peut interdire le voile, mais d'aller vers le registre du droit qui encadre déjà les partis politiques et les partis racistes. En définitive, on a des arguments, on a des instruments juridiques pour interdire un parti qu'on estimerait attentatoire, notamment, enfin, limité entre les races.
Bon, si on considère qu'il y a sur le sol de la République un danger politique d'un parti islamo-fasciste, à ce moment-là, c'est ce parti qu'on interdit, et c'est pas du côté de la laïcité. Et là, il y a quelqu'un qui... c'est Henri Pélaruiz, notre spécialiste de la laïcité, laïcité plutôt offensive, mais enfin, il ne dit pas les bêtises qu'on... On ne peut pas du tout le mettre dans le cadre de ceux qui on s'oppose, mais qui avait dit, par exemple, au moment du débat sur l'école, que pour lui, le foulard, c'était comme la croix gammée. C'est-à-dire que même si ça ne porte pas atteinte au cours qui est en train de se faire, si un enfant a une croix gammée sur son t-shirt, on ne va pas l'accepter parce que ça exprime quelque chose d'intolérable. Et bien que finalement, le foulard, ce serait la même chose. Et donc il y a un débat à avoir qui est assez évité en fait sur le statut du foulard. C'est pour ça que pour certains, le foulard, c'est pas juste une croix, c'est pas un signe de pudeur, c'est pas le signe qu'on est issu d'une tradition, d'une culture, on a l'habitude de faire ça. Non, c'est forcément un projet fasciste. En fait, c'est pour ça qu'ils veulent l'interdire, quelle que soit la manière dont la femme qui le porte elle-même envisage le fait de le porter. Donc, et ça rejoint ce que je disais à l'instant, c'est que voilà, le foulard, c'est une croix gammée en fait. À la limite, ça devrait être dit, franchement, plutôt que de parler d'âneries comme l'égalité, la liberté, les insignes. Mais donc, il y a une forme de panique qui fait que dans plein de domaines, on essaye de... Pour arriver à un objectif qui est plus l'islam, on arrive à tendre le droit tel qu'il est. Et quand même, l'exemple que donnait Stéphanie de l'interdiction des signes religieux chez les gardes d'enfants, pas porter atteinte à la liberté de conscience des enfants, était presque extraordinaire. Enfin, on voudrait nous donner raison, on ne pourrait pas faire mieux. Enfin, de considérer que parce qu'une nounou voilée porte dans ses bras un enfant de 6 mois, et l'enfant de 6 mois va avoir sa liberté de conscience touchée, mais enfin, il faut vraiment perdre des pédales pour faire des choses pareilles. Enfin, ce sont les parents qui ont décidé ça. Hein. Alors, il y a l'autre problème, c'est l'origine, c'est les parents qui ont dénoncé ça. Alors, non, parce que mais ça c'est un autre problème. Après tout, des parents ne veulent pas que leur enfant soit dans les bras d'une femme voilée, c'est leur problème. Il faut leur permettre de mettre les enfants dans les bras d'une nounou non voilée. Il ne faut pas que le voile soit interdit partout, ni imposé partout. Mais enfin, voilà, il y a une forme d'incapacité à dire les choses comme elles sont. Et on se met à affirmer des choses complètement stupides. FIF, c'est pas seulement une employée de la crèche Bébé. C'est le symbole de la réussite du projet associatif qu'il y a derrière la crèche Bébé. La crèche Babylou, elle est à Champou-les-Vignes, elle est ouverte 24 heures sur 24, et c'est pas seulement un projet associatif de garde d'enfants, c'est un projet associatif d'accès à la formation professionnelle, à la qualification professionnelle, etc., de l'ensemble des femmes du quartier qui confient ou non leurs enfants à la crèche. Fatima Afif, elle bénéficie de cours de français, elle bénéficie du cours du soir qui lui permet de passer le concours d'éducatrice de jeunes enfants, d'obtenir le concours d'éducatrice de jeunes enfants, le tout avec le soutien absolument nécessaire et indispensable de l'association Babylou. Et après ça, elle est tellement le symbole de la réussite du projet associatif qu'elle devient la directrice adjointe de la crèche Babylou. Après tout ça, elle a, si ma mémoire est exacte, 5 grossesses en 6 ans, enfin 5 enfants en 6 ans, et elle enchaîne congé maternité, congé parental, et quand elle revient, les règles à l'intérieur de la crèche ont changé. Et le règlement intérieur de la crèche exige désormais la neutralité religieuse. Elle, de son côté, décide désormais de porter le voile. D'accord ? Donc évidemment, elle veut partir, elle ne peut plus travailler là, elle décide que c'est important pour elle de porter le voile, évidemment, elle veut partir. Et moi, je ne sais pas pourquoi il a été impossible, avant que l'affaire prenne les proportions qu'elle a pris, de mettre ainsi un terme à la question. Ce que je sais, en revanche, comme peuvent le savoir tous les observateurs un peu attentifs de l'affaire, c'est que très vite, la position de la crèche reçoit le soutien d'un aréopage d'acteurs institutionnels, politiques, intellectuels, qui est totalement improbable. Enfin, je veux dire, il faut se remettre dans la salle du Conseil des prud'hommes à Mantes-la-Jolie en décembre 2010. Je pense que la salle du Conseil des prud'hommes de Mantes-la-Jolie n'avait jamais vu une chose pareille. Il y avait Manuel Valls, il y avait Elisabeth Badinter,
Il y avait Jeannette Bougrab qui était la présidente de la HALD, qui, soit dit au passage, la HALD donnait pour mission, c'est la loi la loi donnait pour mission à la HALD d'assister la victime de discrimination dans ses démarches. Et voilà ici Madame Afif, qui se retrouve avec la présidente de la HALD, qui témoigne contre elle. Donc c'est quand même compliqué. Après que la HALD a dit que par ailleurs le licenciement était discriminatoire. Donc on a une mobilisation absolument sans précédent, enfin pas sans précédent, c'est absurde de dire ça, mais une mobilisation qui est vraiment complètement improbable. Et c'est vrai que malgré tout, si on compare, je ne sais pas, à des conflits du travail, de manière générale, le ralliement, j'ai évidemment pas de statistiques en tête et je pense pas que ça existe, mais le ralliement le plus probable, c'est le ralliement autour de la partie faible. C'est la partie faible qui peut susciter, c'est évidemment pas toujours le cas, mais lorsqu'il y a véritablement une mobilisation, c'est rare qu'on se mobilise sur la partie forte dans le cadre d'un conflit du travail. Donc je veux dire, il s'est vraiment passé des choses tout à fait étonnantes qu'on interprète comme étant véritablement le signe qu'on a la transformation entre un conflit, on a le passage d'un conflit à vraiment une affaire. Ça devient vraiment l'affaire Papilou. L'Union européenne, je ne sais pas, l'Union européenne, elle a des leviers d'action qui sont assez limités sur la question. Il y a bien sûr tout l'aspect gestion de la religion au travail, qui évidemment peut être concerné par le droit de l'Union européenne. Bon, il n'y a pas, moi je suis pas, c'est certainement un point à approfondir. Moi, je ne suis pas tombée sur des choses qui permettent de dire qu'il y a des solutions. Je ne suis pas tombée sur des arguments qui permettent de dire voilà, le droit français est en contrariété ou est en conformité avec le droit de l'Union européenne sur ce point, parce que justement le droit de l'Union européenne essaye de ménager un équilibre nécessairement subtil entre le principe de non-discrimination, y compris à raison de la religion, et la liberté des personnes privées, des employeurs et des employés, à pouvoir aussi autoriser une certaine présence du fait religieux dans les structures de travail, y compris lorsqu'il y a les qualifications d'entreprise de conviction, d'entreprise de tendance, d'entreprise à caractère propre, etc. Donc c'est sûr que ce qui est à peu près certain, c'est que la question de la gestion du fait religieux en entreprise, c'est vraiment une question qui va gagner en importance, y compris politique et juridique, dans les années qui viennent. On voit qu'il y a déjà des usages qui peuvent susciter un certain nombre d'interrogations, de l'argument de la laïcité par des entreprises. Ça devient en partie un peu un argument pas de vente, enfin un argument un peu marketing. Il y a des entreprises qui se dotent de chartes de la laïcité et qui apparaissent se faisant comme, voilà, renvoyant un certain message. À côté de ça, on va voir se multiplier les contentieux, on le voit déjà, se multiplier les contentieux où on a un clash entre le droit de la non-discrimination et la question de la liberté religieuse. Et ça, c'est sûr que ça ne va pas aller en décroissant dans les années qui viennent. Et le droit européen, effectivement, est probablement, ce sera plus là qu'il faudra chercher des réponses, parce qu'il pose la question déjà clairement, les cadres, il y a des directives communautaires qui envisagent d'emmener la question, alors que le droit français reste très timoré même sur la formulation de la question. C'est-à-dire le fait même de dire que le droit de la lutte contre les discriminations peut être un outil qui ne permet pas du tout de gérer ce genre de questions, mais c'est pas très commun en France. Donc effectivement, le cadre européen est plus familier de cette manière de poser des questions. Les réponses, pour l'instant, à mon sens, elles ne sont pas hyper nombreuses. Sinon, il y a la RSAS, la Cour européenne qui jugeait la loi française sur l'interdiction de la dissimulation du visage. Et en gros, la Cour a reconnu à la France, aux États, la possibilité de limiter les questions de la liberté religieuse au nom d'un vivre ensemble. Et finalement, ce que j'approuverais dans cette décision, c'est qu'au moins, elle assume le fait qu'on porte atteinte à la laïcité d'une certaine façon, à la liberté religieuse. C'est-à-dire qu'elle assume que les États ont le droit, comme communauté politique, de dire chez nous, il n'y a pas de burqa. Mais il n'y a pas de burqa, non pas parce que ça porte atteinte à la laïcité, ce qui est absurde. Il n'y a pas de burqa parce qu'on ne veut pas civilisationnellement que ce genre de comportement ait lieu. Point. Ouais, c'est le rapport un peu violent, théorisé par des auteurs, Karl
Schmitt, qui veut dire que la politique, c'est le rapport ami-ennemi, on n'a pas à justifier, on n'est pas dans les droits de l'homme, on ne veut pas de ça chez nous. Mais au moins, en parlant de vivre ensemble, on le dit. On dit clairement, on n'est pas dans la rhétorique de la laïcité. Il y a autre chose que je voulais dire tout à l'heure, que j'avais oublié, c'est que j'ai eu un débat avec une responsable plutôt de la laïcité offensive sur l'affaire du voile dans les crèches, et je lui disais que c'était absurde de critiquer que ça porte atteinte à la liberté de conscience, et elle m'a dit quelque chose d'intéressant. Elle m'a dit « Oui, non, mais vous avez raison, mais vous n'imaginez pas ce qu'il y a derrière. » Alors là, il y a une réalité sociologique que j'ignore totalement. Je ne suis pas sociologue et je ne vis pas dans les quartiers où c'est réglé. Mais je pense que si c'est ça le problème, c'est ce qu'elle devrait dire au lieu d'avancer des âneries comme les libertés de conscience. Elle disait, vous n'imaginez pas, il y a des quartiers dans lesquels il y a une pression communautaire dingue qui s'exerce. C'est tout petit, c'est pas beaucoup de monde, c'est pas beaucoup de territoire, mais ça existe. Et on ne sait pas comment faire pour lutter contre cette pression qui fait, les exemples qu'elle me donnait, je ne sais pas si c'est vrai. Le fait que pendant le ramadan, on soit mal vu si on se comporte d'une manière qui n'est pas conforme au ramadan. Et elle me disait, il y a une vraie pression communautaire. Il y a des territoires sur lesquels une femme ne peut pas être en jupe. Il y a des territoires sur lesquels un homme ne peut pas fumer ou boire sa bière pendant le ramadan. Donc, il faut qu'on lutte. Il faut qu'on lutte contre le communautarisme. Et moi, je trouve que c'est un argument très intéressant, mais c'est ça qui devrait être mis en avant. Et je terminerai en disant qu'il y a déjà du droit qui permet de lutter contre les pressions communautaires, contre le harcèlement, contre l'obligation, la pression sur autrui pour l'amener à se comporter d'une manière qu'il ne veut pas. Ce droit-là, ce n'est pas le droit de la laïcité. Donc je pense que il y a des fantasmes islamo-fascistes qui va bientôt gagner les élections derrière la nouvelle laïcité, mais il y a aussi des réalités sociales importantes qu'il faudrait prendre en compte, mais qu'il faudrait inventer telles qu'elles sont, et pas avec le mauvais instrument. Moi, ce qui ne va pas du tout dans ce phénomène qu'on dénonce, c'est qu'on détricote les fondements de l'état de droit, de la protection des droits de l'homme, alors qu'on est censé les garantir, en fait. Et, comme disait Stéphanie, ça contre-performe, c'est complètement contre-productif. On est en train de déconstruire le droit qui doit protéger les enfants. Ça peut paraître paradoxal, mais je répondrai dans le sens qui semble être le vôtre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on combat la nouvelle laïcité qu'on est pro-communautariste. Simplement, il y a un souci, il y a une réflexion, alors peut-être qu'on va trouver que c'est un peu décalé par rapport aux enjeux politiques du moment, mais il y a une réflexion sur ce qu'est quand même la nature du droit, l'usage du droit, l'identification des fondements de la protection des droits de l'homme, qui est à l'origine de notre position. Je ne sais pas si on pense exactement la même chose sur cette question, mais moi je serais favorable à ce qui est. Alors comment, c'est très important, c'est très intéressant philosophiquement cette question. Comment l'État peut aujourd'hui lutter contre le communautarisme? C'est très compliqué parce que pour lutter contre le communautarisme, il faut lutter contre les choix privés. Donc contre des choix privés, alors et en même temps c'est des choix privés qui ici ne portent pas atteinte à autrui, sont parfaitement libres. En gros, la position anglo-saxonne dominante chez les anglo-saxons. Donc, il n'y a pas de moyen de lutter contre le communautarisme. Il est vrai que le communautarisme peut produire des effets à plus ou moins long terme, des modifications de la qualité du lien social, qui sont de manière, je crois, légitime à l'agenda des politiques. Donc, c'est normal de se soucier de cette question. Mais je ne crois pas que la meilleure façon d'affronter le communautarisme, ça soit de détricoter la laïcité, de détricoter la notion de vie privée, de liberté de croyance, etc. Ça ne veut pas dire que je connaisse les bons moyens de lutter contre. Parce que c'est une question très difficile. Et sur le plan de la philosophie politique, ça fait 40 ans qu'il y a un débat entre libéraux et communautariens, notamment aux États-Unis, pour savoir s'il faut fonder le droit uniquement sur un catalogue de droits de l'homme des non incarnés culturellement, ou si au contraire il faut assumer, comme je disais tout à l'heure, le rapport à Mimi, finalement il faut assumer qu'on a des valeurs politiques qui structurent notre ordre et donc renoncer à certains droits. Il y a un débat très profond. Je ne sais pas exactement comment on peut y répondre. Comment faudrait-il répondre au fait que se répandre réellement et pas de manière fantasmée le wahhabisme, le salafisme, etc. Que faudrait-il faire? Je ne sais pas exactement ce qu'il faudrait faire. Je crois qu'il faudrait faire quelque chose, mais en tout cas, il ne faudrait pas transformer, encore une fois, je me répète, le droit de
de la laïcité. Mais je suis d'accord avec vous pour dire que, évidemment, que la nouvelle laïcité répond à une angoisse devant la montée du communautarisme. Mais une angoisse, d'ailleurs, qui est aussi légitime que peut-être exagérée. Ça, j'en sais rien, ce serait parole au sociologue, ce serait... Je crois que quand on parle de pluralité d'interprétation du signe, c'est au regard précisément de la possibilité que ça soit que le voile soit porté de manière consentante, volontaire, que ça ne signifie pas nécessairement l'inégalité entre les sexes, ou plus exactement qu'il y a plusieurs manières de comprendre l'inégalité entre les sexes, et que la situation qui est décrite par, je sais pas quoi, enfin, dans certains contentieux, d'une soumission totale, etc., n'est pas... il y a plein de degrés, quoi. Il n'y a pas une signification univoque du voile. En fait, mais c'est pas est-ce qu'il est religieux ou pas. Ah d'accord. Oui, c'est une bonne question parce que c'est une bonne question et moi ça me tarabuste beaucoup. J'écoute beaucoup de débats et de choses là-dessus. Et effectivement, si la position consistait à dire non, mais il n'y a pas de signification objective, c'est pas du tout religieux, parce qu'il y a quelques-unes qui le font par provocation pour leurs parents, ça serait un argument absurde. Donc, en fait, je crois qu'il y a effectivement un signe religieux majoritaire, mais après, la signification, ça peut porter sur le libre choix, finalement, de rejoindre, de porter le voile. C'est-à-dire que la signification, c'est pas forcément que la femme qui l'a est soumise. Non, mais ça, il n'y a pas de problème. Enfin, non, mais donc c'est pas mon problème. Mais moi, c'est vrai que alors, je suis un peu gêné par un argument qu'on entend parfois, parce que pour des raisons. En gros, le voile est porté pour des tas de raisons différentes. Emmerder ses parents, se distinguer à l'école, et du coup, non, il n'y a pas de problème religieux. Je pense que ça, c'est un peu un délit de réel. Et alors, non, mais surtout, ce serait les femmes musulmanes qui seraient discriminées. Si c'était. Dans ce cas-là, ce serait les femmes qui décident de se déguiser en musulmanes. Voilà, c'est ça. Absurde. La loi de 2004, c'est le début de la nouvelle laïcité, mais il y a un argument éventuellement favorable à cette loi, c'est que c'est dans l'école. Et que dans l'école, on peut mobiliser une argumentation particulière pour dire que pour élever les enfants intellectuellement, il faut favoriser la raison. Et puis il faut neutraliser le lieu, il ne faut pas que... Voilà. Oui, mais du coup... Voilà. Mais simplement, à la crèche, c'est plus le cas, du point de vue de l'enfant ou du salarié, à la fac, c'est plus le cas. Tous les autres lieux dans lesquels on voudrait étendre la laïcité, c'est plus du tout le cas. Donc je veux bien reconnaître que la question de l'école soit... Du coup, en 2004, si j'avais d'être clair jusqu'au bout, et donc le fait qu'on dise qu'il y a un uniforme qui soit évidemment le même pour les hommes et les femmes, ne me dérangeait pas. Et l'exclusion des marques, etc., ça allait de pair avec ce que vous disiez au départ. C'est-à-dire que si on veut vraiment faire un lieu neutre, il y a des mécanismes de discrimination sociaux via les marques et l'apparence, etc. à l'école. Et si on dit on est d'accord avec l'exclusion du voile, on est aussi d'accord avec tout ce qui provoque des mécanismes discriminatoires. C'est ce que disait Régis Debray. Exactement. C'est la suite. Si on veut fermer l'école à ce qui vient de l'extérieur, alors il n'y a pas seulement la religion, il y a les marques. Qui servent il y a les parents, les parents d'élèves, qu'est-ce qu'ils viennent nous embêter de la communauté scolaire. Enfin, il faut fermer à l'extérieur de la société. Ouais, c'est ça. Oui, mais d'ailleurs, j'ai plus quelle est la source, je crois que c'est un participant, peut-être un recteur académique qui participait à une commission parlementaire, qui disait, après l'application de la loi de 2004, que ça n'allait pas parce que la laïcité était en échec, parce que les jeunes filles remettaient leur voile en sortant de l'école. Donc il y avait une formulation, je retrouve, qui est très intéressante, parce que... Il y a une formulation comparable, le bilan de l'application de la loi du 15 mars 2004, qui est dans le rapport de l'Observatoire de la laïcité, qui dit une chose comparable, qui est oui, bon, la loi marche, mais elle marche pas jusqu'au bout, parce que on sent qu'il n'y a pas toujours une adhésion. Et donc en fait, ça renvoie à quelque chose que tu disais tout au début, c'est cette idée d'injonction de contrôle par l'État de se comporter d'une manière compatible avec des valeurs abstraites. Évidemment, la difficulté, c'est qu'on est sur un terrain qui est très glissant, où on peut basculer d'une situation où on demande aux gens de ne pas être en
vers une situation où on leur demande d'adhérer aux maximes d'inspiration de la loi. Ce qui est évidemment quand même pas tout à fait la même chose. Enfin, je pense que tous et toutes, on peut penser à un certain nombre de lois et de règles auxquelles on se conforme parce qu'on est obligé, mais qu'on trouve totalement crétines, voire véritablement problématiques. Enfin, voilà, donc demander l'adhésion à la règle, c'est quand même un saut qualitatif très important et qui montre bien qu'effectivement, voilà, c'est toutes sortes de glissements depuis vers quand même quelque chose de l'ordre. Ce qui montre que c'est le vrai enjeu, c'est la sécularisation. C'est-à-dire que Je pense que c'est un risque, en tout cas, qu'on a voulu souligner. Donc ça, C'est un risque, effectivement. Oui, je ne sais pas si ça serait tout à fait juste de dire que la laïcité est toujours punitive ou agressive dans tous ces aspects. Donc ce mouvement-là. Voilà, Comme l'écologie punitive. Un peu. Oui, ça peut être Ouais, c'est difficile, je sais pas ce que vous voulez dire, mais ce qu'on appelle l'écologie punitive, c'est. Quand on parle d'écologie punitive, on ne parle pas évidemment des lois de l'État sur l'écologie, on parle du mouvement écologique lui-même qui voudrait punir l'homme en lui opposant la défense de la. Parce que la laïcité, c'est. ça changeait en fait, ça changeait son comportement de manière autoritaire par la loi. C'est pas la loi, c'est pas la loi. Le parallèle, il est peut-être osé, peut-être un peu provocateur. Non, mais c'est sûr que pour une partie des gens dont on a parlé, il est indispensable d'attaquer le communautarisme religieux musulman par la loi. Il faut le limiter par la loi. Et ça, la laïcité. Et la laïcité peut se transformer, c'est un mot français nouveau qui peut être soumis à des tas de nouvelles interprétations. Ce qui nous gêne beaucoup dans le mouvement qu'on dénonce, c'est une espèce d'évidence. C'est-à-dire que Valls, Badinter, etc., pour ne citer que, parlent comme s'ils étaient dans l'évidence, dans la continuité de la loi républicaine, alors qu'il y a changé. Et ce changement, il doit être dit. On peut tout à fait décider que la laïcité, ça va être autre chose, que maintenant, on a marre du communautarisme, on affiche sa religion nulle part ailleurs que chez soi. Si on vote ça, si on fait une révision de la Constitution pour que ça soit possible, philosophiquement, on peut défendre cette laïcité-là, mais alors il faut l'assumer, il faut changer de discours, il ne faut pas dire que c'est le projet de Jules Ferry et de Briand, c'est complètement autre chose en fait. Mais la discussion est ouverte.